Un commissariat de quartier dans le centre de Paris. Il est 10 h et dans les bureaux de la brigade anticriminalité, une équipe se prépare pour une mission un peu particulière. Toute la journée, une patrouille de 5 policiers en civil quadrille à pied les rues du quartier. Leur but, tenter de surprendre des flagrants délits de vol, de trafic de drogue, mais surtout de racket. Une opération qui demande beaucoup de discrétion, c'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas le visage de ces hommes. Chaque policier quadrille une zone et est relié par talkie-walkie à ses collègues. Nous suivons Franck en caméra cachée. Il a 42 ans et assure ce type de mission depuis une vingtaine d'années déjà. Multiplié par, je pense avoir fait plusieurs fois le tour de la Terre sur l'arrondissement. Dans ce quartier chic de Paris, pourtant réputé pour sa tranquillité, le racket est devenu au fil des années un phénomène très préoccupant. De nombreux collégiens et lycéens sont victimes de bandes organisées, souvent des adolescents un peu plus âgés, qui sous la menace les volent et les rançonnent. Les racketteurs travaillent en petites bandes organisées. Alors déjà, il s'agit d'un petit groupe constitué des fois jusqu'à une petite dizaine de personnes, je dirais. Et on les voit arpenter les rues désertes aux abords des établissements scolaires à la recherche d'une victime. Alors la victime, ça peut être un jeune qui va sortir un appareil, un téléphone portable dernier cri, ou alors un baladeur MP3. On a vu aussi des gamins repartir à pieds nus parce que c'était une paire de baskets de marque qui coûtait peut-être 200 €. De l'argent aussi? De l'argent, bien sûr, bien sûr. Parce que tant qu'à faire, on fouille les poches. Si on trouve un billet de 5 €, de 20 €, ben, on va le dérober également. Les racketteurs peuvent agir à tout moment et partout, à la sortie des établissements scolaires et parfois au sein même des collèges et des lycées. Certains racketteurs sont aussi des élèves. Ils repèrent leurs victimes, la suivent et passent à l'action dans une ruelle déserte ou un porche d'immeuble à l'abri des regards. Rue après rue, Franck reste toujours sur le qui-vive, car des situations en apparence anodines peuvent en réalité cacher des cas de racket. Et justement, 2 jeunes adolescents au comportement suspect viennent d'éveiller ses soupçons. Ouais, ça se trouve juste à l'angle Martyr-Truden, le petit en blanc et l'autre en noir. Ils viennent de visiter 2 Porsche là, dans la rue, là. Bizarre. Celui en blanc est resté à l'extérieur. Franck se demande si un des 2 garçons n'est pas en train de racketter l'autre. Il décide de les suivre à distance. À quelques centaines de mètres de là, il les retrouve en train de jouer tranquillement devant leur collège. Apparemment, Franck s'est alarmé pour rien. Il n'a pas l'air d'être plus inquiet que ça, le gamin. Et les signes comme ça pour vous Il y a quelques petits signes comme ça à l'extérieur, hein, comme n'importe quelle personne qui vient de se faire agresser. Mais un peu plus marqué, je dirais, chez les gamins. Pas de racket pour cette fois. Mais quelques minutes plus tard, et 3 rues plus loin, le scénario n'est plus le même. Un groupe de collégiens paraît tendu. Pour Franck, c'est un signe, quelque chose n'est pas normal. D'autant que tous regardent en bas de cette rue. Il y a un petit groupe de jeunes, ça discute fort et tout. Je sais pas si... Je suis gêné par le reflet du pare-brise. Il y en a qui sont en train de monter. Franck prévient aussitôt ses collègues et leur demande de cerner le quartier. Au même moment, un garçon nous interpelle. Du crédit. Est-ce que je peux appeler par votre téléphone, s'il vous plaît? Qui t'arrive? Non, faut que j'appelle ma mère. Quoi, t'as un problème? Un souci? Bah non, parce que vous savez, il y a des raquettes, non? Ouais. Ouais. Et pour que ma mère vienne me chercher parce que je suis en bas et eux sont en bas. Alors, tiens, ça tombe très bien parce qu'on est de la police et on était en train de te regarder. Alors tu vas me dire ce qui s'est passé exactement. En fait, j'ai sorti de cours et les gens, il y en a qui me disent ils se font inquiéter, tout ça. Et moi, bon voilà, maintenant j'attends que j'essaie de trouver un téléphone pour appeler ma mère. Des jeunes qui ont tenté de te voler quelque chose? Non, rien du tout, moi. Ok, toi tu les as vus, les racketteurs, ou pas? Non. Apparemment, les racketteurs ont pris la fuite. Mais les collégiens qui les ont croisés restent très tendus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, gros? Je sais pas, je me défends. Non, tu vas pas te défendre, tu vois. T'as peur de quoi? De qui? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je sais pas, j'étais pas là. Rien, mais t'as besoin d'un cadenas comme ça pour te défendre, quoi. Non, mais c'est pour rigoler. Ouais, c'est pour rigoler, ouais. Il y a certainement dû y avoir une tentative de racket, une affaire de ce genre.
On récupère des cadenas, des bouts de chaîne pour se défendre. Mais c'est à chaque fois le même scénario. C'est non, il ne s'est rien passé. Tout compte fait, on parle de raquettes. Ben non, il n'y en a plus. Et... Par contre, ils veulent tous appeler leurs parents. Le policier va tenter d'en savoir plus en interrogeant à nouveau les enfants. C'est quoi le problème avec les jeunes? Ils voient partir en courant de partout, ainsi de suite. Il y a une équipe qui vient de passer devant le collège qui a certainement racketté ou s'est racketté. Donc si vous savez quelque chose, si vous avez vu quelque chose, libre à vous de parler, de nous dire ouais, tiens, il y a une bande de mecs et tout. Ils étaient en scooter, les gars? Et t'as pas un signalement des fois, comment voir comment ils étaient habillés, une couleur de vêtements, quelque chose comme ça, non? Non, je sais pas du tout. Moi non plus. Il y a un élève là-bas qui est remonté tout de suite. Et lui, il s'est fait raqueter, non? Lui, il s'est fait taper. C'est lui. C'était lui qui vous êtes témoin. La mère du garçon racketté arrive. On va au collège pour... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre fils qui s'est fait raqueter à la sortie du collège? Ils m'ont dit viens, et tout d'un coup ils me disent donne-moi tout ce qui est dans ta poche et ils m'ont donné une énorme barre. Et j'avais une trottinette, je suis sûr que c'est eux. Attends, mais Ils t'ont dérobé la... Je ne sais pas, mais à mon avis c'est eux. En clair, le jeune homme au t-shirt bleu s'est pris une gifle et s'est fait voler sa trottinette. Oui, ça va. on a trouvé ça. C'est la première fois que ça t'arrive? La réponse est hésitante. Alerté, le père d'un des enfants arrive sur les lieux. Ce n'est pas la première fois qu'il entend parler d'affaires de raquettes dans le quartier. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est souvent que ça arrive? Moi je sais que quand il était dans la petite classe, le directeur était venu nous voir, il disait il y a beaucoup de raquettes dans cette école, laissez pas les enfants traîner devant l'école. Donc je lui dis ne traîne jamais devant l'école, tu sors, tu rentres à la maison. Et vous, en tant que père de famille, ça vous fait flipper pour votre enfant ou Ben pas? moi je suis parti du 10e, c'est fini. Là il a fini 2 mois de l'école, je suis parti dans le 16e. Je dis pas que c'est mieux, mais je suis parti là-bas. Ils étaient quoi, 5-6 blacks à peu près? Pendant ce temps, Franck le policier interroge le garçon pour obtenir des renseignements sur ses agresseurs. Ouais, Charlie, pour l'instant, au niveau signalement, j'ai 5 jeunes types africains et un type européen. Soudain, notre caméra tombe en panne. Les images se brouillent, mais le son reste intact. Grâce à la description des agresseurs, les collègues de Franck ont repéré un groupe de jeunes à quelques centaines de mètres de là. On les a peut-être ici. Ils ont été revus. Apparemment, c'était la bande qui vient de raqueter le petit jeune avec la trottinette. Et justement, dans la rue en face, un jeune homme se promène, une trottinette à la main. Franck va à sa rencontre. Bonjour, c'est la police. C'est à toi ça? Non, c'est pas moi, monsieur. C'est pas à toi? Non. C'est ce que je recherche. C'est pas moi, monsieur. Le garçon a une quinzaine d'années. Il est immédiatement menotté. C'est pas moi monsieur. Moi j'ai rien à voir dans les stands. À la fin de l'interpellation, nous filmons avec une nouvelle caméra. La trottinette appartient bien au garçon qui a pris une gifle. Voilà, c'est cette fameuse trottinette qui a fait couler tant de sueur. La voilà. Et c'est parce que la trottinette a été retrouvée dans ses mains que le jeune homme va être arrêté. Pourtant, il continue de nier. Pourquoi je vais voler une trottinette? Je sais pas, je sais pas. Écoute, il y a un gamin qui se fait raqueter, qui se fait voler la trottinette et comme par hasard, c'est toi qui es en train de la porter. Mais ouais. Explique-moi. Je sais pas, T'as peut-être une bonne explication, hein? Moi j'avoue, j'ai rien volé, monsieur. Moi j'ai vu... Elle n'est pas à toi. C'est pas moi. Bon bah voilà, donc tu l'as volée. J'ai pas volé, Bah, monsieur. si, elle n'est pas à toi. Ben je le trouve par terre après. C'était à personne après, je le prends, c'est tout. Normal, monsieur, vous trouvez de l'argent après, vous demandez pas à c'est qui, vous le prenez, c'est tout, c'est comme ça. Pour le vol de trottinette et les coups portés à son fils, le père a décidé de porter plainte. C'est peu fréquent dans ce genre d'affaires. Les parents sont rarement au courant quand leurs enfants se font racketter. C'est la grosse difficulté de recueillir le maximum de plaintes. Bien sûr, quand les individus commettent leur délit, ils rassurent tout de suite la victime en lui disant de toute façon, on sait où tu habites, ou peu importe, on viendra te voir si tu déposes plainte. Donc il y a une certaine pression, la peur des représailles, peut-être parfois aussi, concernant certains gamins, peut-être une certaine honte. Enfin, je ne sais pas comment l'interpréter par rapport aux parents. Et on a vraiment beaucoup de mal à recueillir les informations. Charlie, j'y vais? Le suspect va être transféré au commissariat, puis présenté au juge des mineurs de Paris. Pour vol avec violence, il risque jusqu'à 3 ans et demi de prison. Franck et ses collègues ne réalisent pas tous les jours des affaires aussi rapidement. Mais cet après-midi, ils n'ont pas le temps de souffler.
Ok, bah écoute, on arrive. On se rejoint là-bas? Une nouvelle affaire de racket est signalée dans le quartier. Dans 2 minutes, à tout, ouais. Et cette fois, ce n'est plus un simple vol de trottinette. Depuis plusieurs mois, un lycéen de 15 ans est racketté par un élève de sa classe. En fin d'après-midi, il doit lui livrer 120 €. Mais le garçon a peur et n'ose pas aller au rendez-vous. Du coup, c'est son meilleur copain qui accepte de remettre l'argent à sa place. Faut pas qu'il voit la caméra. Sinon, ça risque de le figer. Le copain, c'est le jeune homme au pull blanc. Il s'appelle Pierre, c'est lui qui a prévenu la police. Franck et ses collègues mettent au point un stratagème pour surprendre la transaction en flagrant délit. Une fois que ça rentre dans la rue, on ferme le passage. On a affaire à un jeune très courageux et il a envie vraiment de mettre un terme à toutes ces menaces. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec des vraiment toutes petites sommes. À l'heure actuelle, on est arrivé à 120 €. Ça commence à faire beaucoup. Et même d'ailleurs, pour 20 €, pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut agir. Les policiers décident de mettre Pierre à l'abri. Ils vont attendre dans ce hall d'immeuble l'heure du rendez-vous. Mais au moment de traverser la rue, le jeune homme prend peur. Il vient de se faire repérer. On va se mettre là. Non, t'es pas cramé. Où ça? Il y a quoi, tu dis? De qui tu parlais là? Il y a les filles là. 2 filles, amies du jeune homme qui doit récupérer l'argent, ont vu entrer Pierre dans l'immeuble, accompagné des policiers. Attention aux filles. Tu sais ce qu'on va faire? Tiens, viens voir avec moi. Tu veux que je te passe les menottes pour rire? Franck doit trouver une parade. Il va simuler une arrestation. Si, non, mais on va le blanchir comme ça. Vas-y, regarde. Non, attends, je fais semblant, je regarde partout dans ton sac. Comme ça, c'est un vulgaire contrôle de police. Ouais. Elle est où? Non, on touche pas l'enveloppe. Tiens, vas-y. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'il fallait faire. Non, parce qu'il vient de croiser les 3 filles, là, et apparemment, c'est des petites copines. Donc, elles sont en train de regarder et elles sont en train de se dire tiens, machin s'est fait interpeller. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se barrent? Pierre a de bonnes raisons d'avoir peur. Le garçon à qui il doit remettre l'argent a déjà commis des actes de violence, notamment sur son meilleur copain. Le mec, il l'a tapé et il lui a dit de ramener de l'argent, sinon il allait encore le taper tous les jours et tout. Et donc, au début, il devait lui ramener 80 €. Et comme il n'avait pas ramené l'argent au moment précis, il a rajouté 40 €. Et donc là, il devait lui rendre aujourd'hui. Vous connaissez le monsieur qui nous a raquetté? Ouais, il est dans notre classe. Au détour de la conversation, Pierre nous fait une confidence pour le moins surprenante. Vous savez qu'il faisait ça déjà? Ouais, parce que moi, avant, je faisais ça, mais j'ai arrêté. Du racket un peu. C'est vrai? Dans ta classe? Non, dans les autres collèges. Tu raquettais ça? Des portables. Pourquoi t'as commencé? J'étais en manque d'argent et tout le monde dans mon quartier faisait ça. Donc je l'ai fait. Quel âge t'as? 14 ans. T'as commencé à quel âge? 10 ans. Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté? J'ai pas envie de partir en prison. C'est pour ça que je l'ai raccroché. On y va? C'est parti. Voilà, t'oublies pas de retirer. Il est bientôt 18 h, l'heure pour Pierre de remettre l'argent. De? C'était pas officiel, me demande. Rien, tu dis que tu avais du joint sur toi, mais bon, ça s'est arrangé avec la police et ils t'ont laissé repartir. Et surtout, c'est peut-être pas facile pour toi, mais tu te retournes pas, tu nous cherches pas du regard. Tu sais, tu regardes pas si on est. C'est notre boulot. Nous, comme si on n'existait pas. Nous, on te prend en filature, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et donc, un petit passage devant le bar, tu regardes, tranquille. S'il est là, on tire la capuche et nous, on intervient. Ça marche normal. Ça marche. Le rendez-vous est fixé dans un bar voisin. Franck suit Pierre à distance. D'autres policiers sont postés à proximité, prêts à intervenir. Pour qu'il y ait flagrant délit, le jeune homme doit être interpellé au moment de la remise de l'enveloppe contenant l'argent. Alors là, il va passer devant le lieu de rendez-vous. C'est le bar en face. Un groupe de lycéens s'amuse en terrasse, mais Pierre ne baisse pas sa capuche. Le jeune homme qui doit récupérer l'argent n'est pas encore là.
Il n'y a pas le petit signal pour l'instant, donc c'est qu'il n'est pas présent. En réalité, le jeune homme est prudent. Il attend dans la rue juste en face. Pierre l'aperçoit et traverse. Ça y est, c'est bon. C'est bon, vas-y. Il baisse sa capuche, c'est le signal. On y va. L'enveloppe vient de changer de main, il n'y a plus une seconde à perdre. Tout d'un coup, les deux copines du jeune homme tentent de le prévenir. Qu'est-ce que tu as donné là? Afin de détourner les soupçons, Franck fait semblant d'arrêter Pierre. Ah voilà, là, chez moi. Viens. Pas sérieux, là. Les deux jeunes filles en profitent pour déguerpir. Tu lui as fait quoi à l'instant, là? Je lui ai rien donné du tout. Lui, il t'a donné quoi, alors, lui? Tu as eu quoi de sa part? Il t'a remis quelque chose, là, de blanc? À l'instant. On va le voir. Oui. Il t'a remis quelque chose, à l'instant. C'était quoi? C'était une enveloppe. Avec quoi dedans? De l'argent. Contre quoi? Contre quoi? Il n'y a rien du tout, je vous jure rien du tout. Ah bon? Pas de stup, rien? Non, je vous jure rien du tout. Il t'a donné de l'argent comme ça? Mais je vous jure. Mais pourquoi il t'a donné de l'argent? Allez demander aux filles, je vends jamais ça. Alors pourquoi il t'a donné de l'argent? Si vous voulez, filez-moi. Elle est où l'enveloppe? Elle est par terre là-bas. Pourquoi il t'a donné de l'argent? Tu sais combien qu'il y a là à peu près? 120 €. Ça fait une somme quand même. Comme ça, 120 Je €. vous jure, vous pouvez me filer, j'ai rien du tout. Je vous jure, j'ai Bah non, t'as rien. Et pourquoi il t'a filé 120 € alors? Bah, je sais pas. Tu sais pas? On se met sur le côté les gars? Ouais, là-bas. Tiens. Les policiers entraînent le jeune homme à l'écart. Allez, viens, on va par là. Il va tenter de leur donner une bonne explication. La version que tu nous donnes, il faut que ce soit une bonne version. Parce que si tu me dis que c'est parce que tu lui as vendu une PSP, je vais aller lui demander. D'accord? Donc réfléchis bien à ce que tu nous dis. Je voulais lui vendre une PSP, mais la PSP elle est chez moi. Ah. Nouvelle version. Nouvelle version. Donc tu as eu une version où tu lui avais vendu la PSP, tu sais pas ce qu'il en a fait. Maintenant tu voulais lui vendre. Donc déjà le coup de la PSP, c'est mort. On n'y croit déjà plus. Dans la rue d'en face, Pierre n'est pas très rassuré. Là, il y a un mec. Avec le bonnet là, c'est ça? Ouais. Il vient de repérer un copain du jeune homme. C'est un gars de la bande. C'est un grand, lui. Et lui il raquette. Ouais. Tout le temps, lui. Il fait ça tous les soirs. Cette bande, Franck la connaît bien. Il a déjà eu affaire à eux et de façon plutôt musclée. Il y a quelques mois, sur interpellation d'un petit gang, ça s'est soldé en bagarre générale. J'ai moi-même été blessé, j'ai eu le nez cassé. Je veux dire, rien ne les arrête. Un môme de 14 ans vous a cassé le nez? Oui, 14 ans, ouais, il doit en avoir 14-15, quoi. Mais il fait 1m80, 80 kg. Donc, il est jeune en âge, bien sûr. Je veux dire, il a une corpulence d'adulte. Et certains membres de la bande n'hésitent pas à venir narguer les policiers. Là, mon patron, il va me dire « Ouais, et toi, bien? Hein, la santé, tout? Tout va? Bientôt? Bientôt ?» Raquetteur. Lui aussi? Ouais. Il fait partie de la bande. Lui aussi. Lui aussi. Voilà. Le grand, c'est celui qui m'a cassé le nez il y a 2 mois. Et toute la bande, là. Ouais, Philippe, si tu peux faire vite, sans tuer personne, mais là, il y a toute la bande baba, machin, tout le monde commence à arriver. Ouais. Au fur et à mesure qu'il grossit, le groupe se fait de plus en plus pressant autour de leurs camarades menottés. C'est des gosses, hein. Mais je préfère me bagarrer avec un homme. Au moins, si je lui en mets une comme ça, mais là, ça reste des gosses. La voiture que Franck a appelée vient d'arriver. Sécurité. Attends, je vais chercher les autres collègues. Je vais demander de confirmer ta version. D'accord? Le jeune homme est emmené au commissariat. Ok. Bon, on va commencer à la menacer. D'accord, impeccable. Là, il va être interrogé par un inspecteur. C'est la première fois que le garçon est confronté à la police. Une expérience traumatisante. Parents, les affaires que si c'est une grosse connerie qui va. Allez, venez vous asseoir, jeune homme. Alors, comment vous appelez? Votre date de naissance? Ça vous fait quel âge, ça? 13 ans. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Là, on va te placer en garde à vue. D'accord? Pour les nécessités de l'enquête. Parce que toi, tu as une version des faits, d'accord? La victime en a une autre. Donc, il faut qu'on tire le vrai du faux. D'accord? Comment ça? Il faut qu'on sache ce qui s'est passé, d'accord? Donc tu vas être placé en garde à vue parce que... Non, attends, tu m'écoutes, d'accord? À partir du moment où tu es interpellé
parce qu'on a des raisons plausibles de soupçonner que tu as commis ou tenté de commettre une infraction, là je te récite la loi, d'accord? On doit te placer en garde à vue. Pourquoi? Parce que ça te permet de bénéficier de tes droits, d'accord? Comme t'es mineur, tu en as beaucoup. Ne pleure pas, ça sert à rien du tout. Ah, mais j'ai rien fait. Non, vous n'allez pas me pardon. Ah ben si, on est obligé, c'est la loi qui nous... Attends, ils vont me frapper après. Non mais attends. La loi prévoit que tes parents doivent être avisés, d'accord? C'est obligatoire. Qui est-ce qui vit chez toi? Ton papa, ta maman, tous les deux? Arrêtez, s'il vous plaît, Non, mais attends, tu... Non, vous allez pas D'abord, chez moi. Non, vous allez pas chez moi, arrêtez. Mais on est obligé d'appeler chez toi. Monsieur, j'ai rien. Tu es là justement pour qu'on puisse déterminer si tu as fait quelque chose ou si tu n'as rien fait. D'accord? Comme ça prend du temps, on est obligé de te placer en garde à vue. À partir du moment où on te place en garde à vue, on doit respecter certains droits, d'accord? Dont la vie famille. On est obligé d'aviser tes parents. Attends, on va leur expliquer les choses. On va leur expliquer. Mais ils savent pas. Bon, alors écoute, moi bien. D'abord, tu vas te calmer, ok? Ensuite, je te demande de ne pas réfléchir. Je te demande de répondre à mes questions. Monsieur, j'ai peur, c'est qu'il va me frapper après. Mais ton papa, il va pas te frapper. Tu vas rester avec nous, ok? Ne réfléchis pas. Réponds à mes questions. Il va me frapper. Mais il va pas te frapper si tu n'as rien fait. Le but de l'enquête, c'est d'établir si tu as fait des choses ou si tu ne les as pas fait. Il va croire que j'ai fait quelque chose. Mais ton papa, avant... J'ai peur, vous savez pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Écoute, que tu aies peur, je comprends tout à fait. C'est peut-être une situation un peu nouvelle pour toi, ok? Mais ne t'en fais pas, tout se passera bien. D'accord? Ok, il est joignable à quel numéro? On va s'arrêter là, tu vas me donner le numéro de ton père, parce que là ça fait un quart d'heure que je suis là-dessus et que ça commence un petit peu à me fatiguer. D'accord? 01. Dépêche-toi. Monsieur, je ne vais pas frapper. Alors, tu me le donnes ce numéro ou tu me le donnes pas? Vous allez appeler chez moi. Mais oui, je vais appeler chez toi. La loi m'oblige à le faire. La loi m'oblige à appeler chez toi. Donne-moi le numéro de ton père. S'il veut pas nous le donner, on appelle le proc des mineurs et puis voilà. Il a 13 ans, il veut pas, ben on va appeler le parquet des mineurs tout de suite. Ben tu veux pas, on appelle le procureur tout de suite. Nous on s'en fout, c'est la loi. Ça fait 5 minutes que je te le demande. Donne-moi le numéro. Lui il dit c'est une histoire de PSP, de machin, enfin lui on s'en fout ce qu'il dit. Voilà, mais c'est pour te la dire. victime elle dit bien que lui il a menacé, Bien que sûr. s'il la menait pas 120 €, il retrouverait lui casser la gueule quoi. C'est une affaire de raquette, Bon, très bien. tout ce qu'il y a de plus... Ok. Juste une question, qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il risque? Pour l'instant, on va voir avec le procureur parce qu'à 13 ans, c'est le procureur qui va décider. Hein. Le procureur des mineurs, parquet des mineurs. Pour l'instant, une poursuite, ça c'est clair. Peut-être une poursuite vu les faits, mais bon, là le préjudice, le gamin, on va voir aussi le gamin s'il a été choqué ou pas. Enfin, tout ça, on est aux prémices de l'enquête. Là, pour l'instant, c'est une garde à vue pour exactement voir quels sont les termes de cette extorsion, quoi. A priori. Cette garde à vue, elle dure combien de temps? Là, vu son âge, maximum 24 heures. Hein. C'est le premier âge où on peut faire une garde à vue, c'est 13 ans. C'est vraiment très encadré la garde à vue, hein. Avec médecin, avis famille obligatoire, la totale quoi. Donc ça fera jamais plus que 24 heures. Après 10 heures de garde à vue, le garçon sera remis en liberté. Il attend aujourd'hui une sanction de la justice. Il a déjà été exclu une semaine de son collège. Problème, pour les victimes qui osent dénoncer, le risque est grand de subir les représailles des racketteurs. Un cercle vicieux qui donne tout son sens au silence qui entoure les affaires de racket. Au parquet de Paris, le chef de la section des mineurs se défend de tout laxisme. Pour lui, il faut trouver les sanctions les mieux adaptées et ce n'est pas toujours simple. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas d'emblée, un gamin qui a commis ce type d'acte, l'envoyer en prison. Enfin, ça n'a aucun sens. Le principe de l'action sur les mineurs, c'est quand même de privilégier l'approche éducative, c'est-à-dire essayer de les sortir, de les ramener dans le droit chemin, de les sortir un petit peu de l'ornière de la délinquance par l'action éducative, par la conviction, avant de prononcer des sanctions telles que l'emprisonnement. Les collèges et les lycées sont au cœur des problèmes de racket. Pour ne pas ternir leur réputation, ils ont souvent tendance à étouffer les affaires. Nous avons tenté de joindre le proviseur du lycée dans lequel victimes et racketteurs étaient scolarisés. Refus catégorique de nous répondre. Contacté lui aussi, le rectorat de Paris a décliné toutes nos demandes d'interview.
Le proviseur du collège Paul Gauguin dans le 9e arrondissement de Paris est le seul qui ait accepté de nous parler. C'est à proximité de son école que s'est déroulé le vol de trottinettes. Il reconnaît se sentir impuissant face aux problèmes de raquettes. On a pu effectivement assister aux alentours de votre établissement à des scènes de raquettes un peu violentes. Est-ce que vous êtes au courant? Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous essayons de nous rapprocher de la police pour savoir si des surveillances peuvent être faites dans les jours qui suivent un événement comme ceci. Nous, avec mon adjoint et puis mon portier, voire ma conseillère d'éducation et les surveillants, nous nous assurons d'être présents à partir de 3h30 sur le perron de notre collège, d'assurer la sécurité, en tout cas visuelle, par notre présence des abords immédiats. Mais c'est vrai qu'on a une position un peu délicate, on est aux limites de notre fonctionnement. Nous sommes responsables des biens et des personnes à l'intérieur du bâtiment, aux abords immédiats, mais là s'arrêtent nos pouvoirs. Et aux abords immédiats, vous imaginez bien que si nous montons, entre guillemets, si nous montons sur une intervention, si on voit quelque chose, on n'aura aucun pouvoir, si ce n'est notre pouvoir de persuasion personnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir les prémices d'un sentiment d'impuissance. Alors le racket à l'école est-il une fatalité? Nous sommes allés poser la question au ministère de l'Éducation nationale. Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, il faut par tous les moyens rompre la loi du silence. Le silence fait que on ne connaît pas spontanément les situations de raquettes. Et donc il faut que nous veillions à les faire remonter, si je puis dire. C'est-à-dire que nous encourageons les professeurs, mais dans les établissements, cela se fait, je le sais bien, à vérifier tous les signes qui peuvent indiquer un changement de comportement d'un élève. Un bon élève qui tout d'un coup a de mauvaises notes, un élève qui arrive en retard, qui est absent sans raison apparente, qui a l'air plus fatigué, etc. Tout ceci peut indiquer une situation de violence et en particulier une situation de raquette. Ce sont des situations extrêmement sournoises. Et puis nous, si nous, les adultes, comme vous le faites dans votre émission, nous osons parler de ce sujet, eh bien, les élèves qui seront victimes ou qui sont victimes, qui entendront les adultes en parler, oseront parler à leur tour. Parce que c'est bien ça le sujet. Il faut que la jeune victime, tout de suite, ose en parler. L'année dernière, près de 1400 cas de raquettes ont été recensés dans les écoles en France. Un chiffre qui semble évidemment loin de la réalité. Car pour une affaire qui éclate au grand jour, combien sont passés sous silence? Quelle que soit la forme que peut prendre le racket, le traumatisme est grand pour les victimes. Pour le comprendre, direction le sud de la France. Un autre type de racket se développe de plus en plus ces dernières années, le racket sur les chantiers. Et Marseille est particulièrement touchée par le phénomène. La ville est en pleine rénovation, et les quartiers nord tout particulièrement. La plupart des chantiers rencontrent d'énormes problèmes. À tel point que de nombreuses entreprises marseillaises refusent désormais les marchés et laissent les concurrents venus d'ailleurs en France se frotter à des conditions de travail qui, vous allez le voir, tournent parfois au cauchemar. Un petit hôtel dans une zone industrielle. Il est 6 h, l'heure pour Serge et ses ouvriers d'aller travailler sur leur chantier. La semaine dernière, sur ce parking de l'hôtel, du matériel leur a été volé dans leur camion. Il ne faut pas l'ouvrir, elle a été fracturée cette porte. J'ai cassé la serrure. Maintenant, il ne tient plus. Donc tous les soirs, on est obligé de prendre tout le matériel, de monter dans les chambres, pour ne pas se faire voler sur l'hôtel. Vous montez quoi comme matériel dans les chambres? La tronçonneuse, tout ce qui est portatif, on le prend, on le monte. On est obligé de faire comme ça. C'est le dernier jour. En temps normal, tout leur matériel reste la nuit sur le chantier. Mais depuis quelques mois, l'endroit n'est plus sûr. Vol, destruction de matériel, menaces, le chantier subit la pression de racketteurs. Allez, c'est parti. Serge dirige une entreprise de terrassement. Originaire de Montpellier, c'est la première fois qu'il vient travailler dans la région marseillaise. C'est la première fois aussi qu'il rencontre de telles difficultés sur un chantier, et cela dure depuis 1 an et demi. On est angoissés. Nous, on est des gens
du bâtiment et du travaux public, on est là pour travailler et pendant ce temps que d'autres ils préparent des sales coups, quoi. Donc quand ça nous tombe dessus, on s'y attend pas, on tombe des nues, quoi. La situation a pris une telle proportion que le promoteur du chantier a décidé de faire appel à une société de gardiennage pour surveiller le site la nuit. Ah, voilà un vigile. Salut les gars. C'est à vous qu'il faut demander ça, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Pas de problème? Impeccable. Ça marche. Merci, bonne journée. Ciao. Malgré la présence des vigiles, rien n'y fait. Les racketteurs sévissent toujours. Et tous les matins, quand il arrive sur les lieux, Serge s'attend au pire. Car sur ce chantier de 10 hectares, difficile pour 2 vigiles seulement d'assurer une surveillance efficace. Partout, des vitres brisées. Les bâtiments comme le matériel, rien n'est épargné. Un mur monté la veille est retrouvé démoli dès le lendemain matin. L'essence des machines est régulièrement siphonnée et chaque jour réserve son lot de mauvaises surprises. Regardez la toiture. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je vois comme vous, je la prends comme vous. Là, vous voyez qu'il y a des cailloux qui ont été jetés. Ça y était pas hier, ça? Je sais pas. Ces actes de vandalisme retardent de beaucoup l'avancée du chantier. Mais ils coûtent aussi très cher aux entrepreneurs, tant en matériel qu'en main-d'œuvre. Exemple avec ces câbles électriques. Voilà, donc on avait posé des câbles électriques. Ouais. De ce diamètre-là. Elle nous en a volé une trentaine de mètres. Il y en a pour les sous, hein. C'est extrêmement cher. Si je pose 2 km de cuivre et qu'on me l'enlève la nuit, le lendemain, je suis obligé d'en remettre 2. Le promoteur s'en lave les mains, quoi. Ils n'ont pas de responsabilité. C'est pas lui qui paye. C'est pas lui qui paye. Lui, il peut me l'enlever 10 fois, le cuivre. Il paiera qu'une fois, à la réception du chantier. C'est-à-dire à la fin. Donc entre-temps, tout ce qui est cassé, c'est pour ma pomme. Vous avez perdu déjà beaucoup d'argent sur ce chantier? Ouais. Combien? Une trentaine de mille, minimum. 30 000 €? Ouais. Selon Serge, les pilleurs habiteraient la cité voisine, juste à côté du chantier. Une bande organisée qui a imposé ses conditions dès que les travaux ont commencé. Ça s'est passé le premier jour où on est arrivé. Si je veux travailler, il faut que je paye pour être tranquille. Qu'est-ce qu'on vous demandait? 800 € et 200 litres de gasoil. À quelle fréquence, ça? Tous les mois. 800 € par mois et 200 litres de gasoil. Ouais. Sinon? Sinon, sinon, il se passe ce qui se passe actuellement, quoi. C'est-à-dire? Eh ben, des coups par derrière, des vols. Et vous avez réagi comment? Ben, j'ai pas trop eu le choix, quoi. Tiens, vous avez payé? J'ai payé, oui. Le marché est clair. Pour éviter vol et dégradation, il faut payer les racketteurs. Pendant presque une année, Serge va leur donner 800 € et 200 litres de gasoil chaque mois. Le prix de la tranquillité, selon lui. Je me sentais en sécurité en payant. Et vous l'étiez? Vous l'avez été, malgré tout? À un certain moment, ouais. Vous faites la paix? Ouais, mis à part une paire de vitres cassées ou 2-3 conneries, quoi. Mais c'était insignifiant. Sur le chantier, Serge n'est pas le seul à avoir été sollicité par les racketteurs. Tous les corps de métier, ou presque, ont dû passer à la caisse. Comme ce maçon, par exemple. Vous avez eu des problèmes de raquettes sur le chantier, vous aussi? Oui, les maçons, oui. Oui, oui. Vous, oui. La société, oui. On a volé les câbles des grues, pas mal de choses. Et vous avez été obligé de payer aussi? Ah, bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Combien vous avez payé? Ah, ça, je peux pas vous dire, je n'ai pas en tête les montants, mais il y a eu beaucoup de vols sur ce chantier. Et dernièrement, même il y a eu des armes. Les gens sont venus avec des armes, donc c'est assez grave pour le quartier.
Le maçon, il m'a dit qu'il a payé, l'autre, il a dit qu'il a payé, mais... Tout le monde a payé, quoi. Moi, non. Hein, ils m'ont pas parlé à moi, même pas bonjour. Hein. Je sais pas. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse pas, moi. J'ai que de 4 rouleaux là-bas. Et la moitié d'un bidon de peinture, qu'est-ce qu'il va prendre? Rien. Hein. Un autre entrepreneur pense pourtant avoir échappé aux raquettes et tente de s'en persuader. On nous dit que tout le monde a été raquetté sur le chantier. Non, moi, si vous voulez, je vais être très franche. C'est pas lui qui est venu me voir. C'est qui? C'est moi qui suis allé le voir. Et alors je lui ai dit, parce que bon, j'ai fait d'autres chantiers. On m'a volé du matériel pour 10 ou 15 000 euros. Alors que là, je suis allé le voir, pas un seul clou n'a été volé de chez moi. Et vous lui avez dit quoi quand vous l'avez dit? Je lui ai dit, tu le surveilles, s'il te plaît. Combien il vous a demandé? Il m'a rien demandé. Moi, je lui ai dit, tu le surveilles, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Je lui ai donné de l'argent. En contrepartie. Combien? Je ne vous dirai pas. Pendant 10 mois, les racketteurs touchent donc tranquillement leur mensualité. Selon nos estimations, ils auraient ainsi perçu plus de 50 000 euros au total. Jusqu'au jour où, alertée, la société qui dirige le chantier décide de mettre un terme à ce chantage. Elle embauche des vigiles et ordonne à tous les entrepreneurs d'arrêter de payer. À partir de ce moment-là, vol et dégradation ne vont plus cesser et les racketteurs vont encore franchir une étape dans l'intimidation. On m'a menacé de mort. On m'a menacé de mort devant les vigiles, devant mes ouvriers. Pour Serge, c'en est trop. Il décide d'alerter les services de police. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent des rondes, qu'ils voient, qu'ils s'intéressent à nous, quoi. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ils ont réagi, la police? Comment la police a réagi? Bah, apparemment, c'est des choses normales ici. Ils sont pas plus affolés que ça, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est des dénonciations. Mais bon, moi, j'ai pas envie de ça, parce qu'après, il y aura des représailles. Je connais la musique. Hein. C'est qu'on vous demande de dire qui précisément vient vous racketter. Voilà. Et moi, je veux pas. Et je ferai pas. À moins que ça s'envenime. Si vraiment ça finit au couteau ou plus grave, il faudra bien qu'on le dise. Et vous, pourquoi aujourd'hui vous acceptez de témoigner à visage découvert? Parce que vous prenez un risque? Un risque de quoi? J'ai pas donné de nom, quoi. Vous comprenez? Sans dénonciation des racketteurs, la police n'a pas les moyens d'intervenir. Alors, sur le chantier, un même sentiment envahit les esprits. La peur, quoi. Je travaille, mais la peur. Depuis juillet de l'année dernière, on a tellement vu avec eux que maintenant, on s'attend à tout. Hein. On se demande s'il faut pas un mort pour que ça bouge. Vous avez le sentiment d'être d'être abandonné complètement à ce... Ben ouais, c'est le sentiment, ouais. C'est le sentiment qu'on a tous, d'ailleurs. Et les problèmes s'accumulent. Face à la peur, une grande partie de ses employés ont craqué et préféré renoncer. Et pourtant, son contrat avec le promoteur l'oblige à finir le chantier dans 4 mois. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 ouvriers pour le mener à terme. On était 15 à la base et plus personne ne veut travailler là. Il y en a plein qui ont démissionné. Et là, en ce moment, j'en ai 3 qui sont en arrêt de travail. Normalement, on devrait être au minimum 10 et je ne trouve personne. Et si vous dites, les gars? Ils disent que c'est pas normal de travailler dans des conditions pareilles. Un problème que rencontrent aussi les promoteurs immobiliers. Il leur est de plus en plus difficile de trouver des entrepreneurs qui acceptent de venir travailler dans la région. Serge n'est pas encore arrivé au bout de son chantier que déjà, on lui en propose 4 autres sur Marseille. Aujourd'hui, je me pose plus de questions, quoi. C'est pas par rapport à mes compétences qui me donnent du travail, c'est parce qu'ils trouvent pas une entreprise pour faire le travail, quoi. Une entreprise locale, vous voulez dire? Oui, locale, oui. Moi, je suis là pour gagner ma vie, pas pour me faire flinguer. Et mes gars, c'est pareil. Hein. Même s'ils me le payent 10 fois le prix.
je ne viendrai plus ici. C'est terminé. Vous avez le sentiment de vous être fait piéger un peu? Ah ouais, carrément. Carrément. J'étais censé gagner de l'argent ici, mais j'en gagne pas. J'en gagne pas et... Vous en perdez même? J'en perds, ouais. Là, aujourd'hui, mon assurance, il me regarde avec de loin. J'ai jamais eu de problème en 8 ans. Ici, là, je l'ai pris pour 10 ans, là. À force des... Le vol, les déclarations, ouais. Le racket, juste le racket, ça vous a coûté combien jusqu'à aujourd'hui? J'avais estimé ça à peu près à 8 000 €. Et comment vous faites pour sortir cet argent? Comment je fais? Ça va vous faire rire. Le samedi, je monte sur ma pelle mécanique, je vais faire des trous. Voilà. Trous de piscine, des conneries pour les particuliers. Livrer de la terre ou... Voilà. Vous dégagez de la trésorerie. Vous dégagez de la trésorerie. Moi, je prends rien de l'entreprise. Voilà. Ça va. Je fais du black, Sarkozy. Les difficultés de Serge sont pourtant prises au sérieux par les services de police de Marseille. Et particulièrement par le commandant Albert Plaza. Car les affaires de racket sont hélas de plus en plus nombreuses dans la région. Il y avait peut-être quelques cas isolés, mais là, on a quand même de nombreuses affaires. Et surtout, comme on dit dans notre jargon, des affaires en off. C'est-à-dire que les gens nous parlent, soit ils ne veulent pas déposer plainte, mais bon, néanmoins, c'est porté à notre connaissance. Et la complexité, c'est qu'il nous faut une plainte. Nous-mêmes, on ne peut pas assister à un flagrant délit, parce que voir une personne remettre de l'argent à une autre personne, c'est pas un délit. C'est pas un délit. Si la personne lui remet de façon consentante de l'argent, il n'y a rien d'anormal, quoi. Donc on est obligé d'avoir une plainte, d'avoir un plaignant. Si on n'a pas de plaignant, il n'y a pas d'infraction. Et s'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'enquête de police, quoi. Cet après-midi-là, le commandant de police rend une visite inopinée sur le chantier de Serge. Ouais, ça va. Il veut à tout prix le faire changer d'avis et le convaincre de dénoncer ses racketteurs. La pression, ils vont vous la mettre. Hein. Je ne dénoncerai pas. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Si les gens de la profession vous refusez de témoigner ou vous refusez d'être confrontés, c'est certain que nous, après, on ne peut pas obliger des gens à reconnaître qu'ils sont rackettés s'ils ne veulent pas le reconnaître. Mais je risque quand même quelque chose. Mais il faut risquer rien du tout. Vous risquez quoi? Mais qui viennent... Mais s'ils viennent, on est là. Vous avez mon portable, vous m'appelez, et n'ayez crainte, ils ne viendront pas. Ça, je peux vous le garantir. Je ne suis pas convaincu, moi. Ben, moi, je vous le dis. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut comprendre les craintes de représailles des personnes concernées. Tout à fait. Parce qu'on a encore 4 mois à tirer ici. Je reconnais que c'est pas facile pour personne, mais comme je dis, je pense que la solution n'est pas le fait de se laisser s'installer, ni sur un devoir citoyen, ni même pour l'intérêt de la profession. C'est vrai que c'est grave. Ah oui. Voilà. Ok. Faut que je réfléchisse, laissez-moi le week-end. On va discuter avec mes gars. Ouais. Il faut pas non plus, attention, ils sèment la terreur, mais bon, c'est comme les crocodiles, hein. Une grande gueule et une petite queue. Et à sa mort, ça fait mal, hein, crocodile. Hein. Bon, Serge, un bon week-end. On se rappelle Merci. lundi. Toi Bonne aussi. continuation, et puis s'il y a des soucis... Je t'appelle. Lundi. Les efforts du policier resteront vains. Serge ne portera pas plainte. Il va devoir désormais gérer seul les menaces, pressions et intimidations des racketteurs. Vous avez pensé un moment à abandonner le chantier? Bien sûr, j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Quelles seraient les répercussions pour vous? La faillite, parce qu'on m'a bien fait comprendre qu'on allait me poursuivre jusqu'au bout, quoi. Qui? Les gens qui me payent pour faire ça. Promoteur et... Ouais, bien sûr. Donc en gros, vous êtes un peu pieds et mains liés, quoi. Ben, d'un côté ou de l'autre, je suis coincé, quoi.
3 semaines plus tard, fait exceptionnel. 2 entrepreneurs à Marseille brisent la loi du silence et déposent plainte au commissariat des quartiers nord pour le racket de leur chantier. Albert Plaza et ses hommes espèrent bien réaliser un flagrant délit. Donc on a un collègue de notre service qui va participer à une réunion de chantier. Il y a 15 jours, sur un chantier des quartiers nord, 2 hommes se sont présentés au directeur des travaux. Ils prétendent diriger une entreprise de sécurité. Le marché qu'ils proposent est clair. Soit l'entrepreneur fait appel à leur société de gardiennage, soit il bloque les travaux. Les 2 hommes doivent revenir aujourd'hui sur le chantier. Ils ont rendez-vous avec les responsables. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les policiers vont leur tendre un piège. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'établir le flagrant délit. Donc là, on sera en contact avec le collègue, il me donnera le top dès que le flagrant délit sera établi à l'intérieur, si les menaces sont réitérées. Et à ce moment-là, on interviendra. Allez, c'est bon. On y va. Au même moment, sur le chantier, un responsable des travaux se prépare à aller au rendez-vous. Pour nous, il a accepté de porter une caméra cachée. Il retrouve un policier déguisé en ouvrier qui va assister à la réunion. C'est lui qui décidera du moment de l'intervention. Pendant la réunion, je ne sais pas si mon collègue vous l'a dit, mais je suis pas du tout policier. Après, il n'y aura pas de soucis, mais on va essayer de les laisser parler. Enfin, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Les racketteurs vont-ils venir au rendez-vous? Les entrepreneurs s'installent dans la baraque de chantier. En attendant leur arrivée, la réunion démarre, dans une ambiance plutôt tendue. Au fur et à mesure que les minutes passent, la tension monte. On n'a pas beaucoup. Un quart d'heure plus tard, Albert Plaza reçoit un appel. Les 2 hommes viennent d'arriver. Ils sont arrivés deux minutes. Les racketteurs les voilà. Le premier porte un blouson noir à gauche. Le second, à droite, tient une pochette bleue. Les 2 hommes entrent tout de suite dans le vif du sujet. Ils présentent un devis de société de gardiennage de 10 000 €. Au départ, le ton est cordial, mais rapidement, ils vont se montrer de plus en plus menaçants. On peut savoir qui vous êtes? Entreprise de sécurité. Ouais, d'accord. Entreprise du secteur ici. Ouais, c'est vous qui êtes passé à la réunion la semaine dernière? Ouais, c'est nous. Oui. Hein, parce que monsieur m'a raconté un peu. Alors, c'est quoi ces histoires-là de sécurité? De sécurité, qu'on serait obligé de passer par vous? On est obligé de passer par nous, parce qu'on est une boîte du secteur. Ouais. C'est légitime de prendre des personnes qui se trouvent autour du site, parce que le problème, c'est que ici, on a répété encore ce qu'on a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Aux alentours, il y a 75% de taux de chômage ici. Ouais. Voilà. Et nous, on est là pour faire en sorte que les personnes travaillent. On vous offre une prestation. Bah, vous l'offrez, vous la faites payer. Mais c'est normal, on vous l'offre. Et vous voulez? Ouais, mais là, si nous, on a envie de passer par une autre société de gardiennage. Allez-y, vous avez le droit, allez-y, prenez notre boîte de sécurité. Après les gremlins qui sont en haut, nous on ne tient plus. Les gremlins, pour les racketteurs, ce sont des jeunes de la cité voisine. C'est avec eux qu'ils ont bloqué le chantier il y a 15 jours, en guise d'avertissement. Il faut jouer le jeu, parce que là c'est un jeu à jouer. Sans menace, sans rien. Nous on vous offre des prestations, il faut jouer le jeu. Parce que le jeu c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous appelez jouer le jeu? Jouer le jeu c'est quoi? C'est d'embaucher des gens aux alentours comme ils travaillent. Vous allez faire un projet immobilier, c'est bien. Si maintenant vous avez besoin de sécurité, c'est bien d'embaucher des gens du secteur. Ça serait bien. Oui, mais nous, on ne peut pas payer ça tous les mois pendant toute la durée du chantier. C'est hors de question. Donc, il y a une autre solution. Vous embauchez des personnes. Voilà, vous embauchez des personnes qui travaillent pour vous, pour la sécurité. Non, mais on a déjà nos entreprises qui ont déjà du personnel. Entreprises de quoi? De sécurité? Non, je dis des entreprises, terrassement, plombier, etc. Et pourquoi ils restent ici? Ils dorment ici? Ah non, ils ne dorment pas ici. Ils sont venus ici pour travailler, pour faire des logements, non, mais pour le quartier. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe ici. Ici, il y a 3/4 des personnes ou bien ils veulent travailler tout ça. Et il y a un quart, mais vraiment mauvais. Et eux, voilà, leur métier, c'est quoi? Ils viennent ici, le soir, ils volent. Ils volent le matériel, ils cassent. Et nous, on travaille avec une association
Et on essaie de les réinsérer au travail, la plupart des jeunes. Donc on leur donne une formation, on leur apprend à travailler, quoi. Parce que gagner sa vie honnêtement, pour être honnête. Nous, d'abord, on n'a pas prévu de gardienner ce chantier pendant toute la durée du chantier. Vous vous rendez compte des sommes que ça fait? Nous, on n'a pas l'argent. Si vous n'avez pas le budget, c'est comme on a dit. On n'a pas le budget, nous. Non, si vous n'avez pas le budget, vous allez faire comment? Vous ne payez pas, vous ne pouvez pas payer si vous n'avez pas le budget. Si on n'a pas de budget, on ne peut pas payer. Mais maintenant, il faut embaucher des jeunes quand même, non? Il faut embaucher des jeunes, alors. Allez plus loin dans votre explication. Il faut embaucher des... Non, c'est pas plus loin. Il faut embaucher des personnes qui travaillent pour vous. Ici, le chantier, il n'y a personne qui travaille d'ici des alentours. Il faut des jeunes qui travaillent chez vous. Non, mais nous, on n'a pas de salariés ici. Alors on fait comment? Vous ne prenez pas de sécurité, vous prenez rien. C'est pas grave. Les deux hommes, voyant que les entrepreneurs ne cèdent pas, vont progressivement hausser le ton. Pas de souci, hein. On s'en va, il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes, c'est pas de mon ressort. Moi, je parle avec mon accent, le quartier, d'accord, mon pote? Toi, tu viens de je sais pas d'où, bon, je m'en bats les couilles. Mais je ne suis pas votre pote. Non, mais je te parle. Je te parle comment on considère ce quartier, cette terre. Je m'en bats les couilles. Bonjour, on a le droit de construire des logements ici. Bien sûr, je t'ai dit, tu as tous les droits. En plus, ces logements, ils vont être construits. C'est pour répondre à une demande. Il y a des gens qui cherchent des logements. Tu as tous les droits, sauf l'appartement, c'est combien le prix d'appartement? Tu te t'en battre les couilles, déjà, ils n'ont pas d'argent. Pour les policiers, il y a bien tentative d'intimidation. Le délit de racket est constaté, ils peuvent désormais intervenir. Oui, le top est donné. Allez. Pas tout droit. Là, sur la gauche. À droite. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Laissez-les monnaie mon autre. Eh oh, ferme-la. Allez, en avant. Face aux policiers, ils ne perdent pas de leur arrogance. Vous faites mal au mec. Voilà. Tu t'arrêtes. Oh, attendez, non, attendez. On n'arrête pas de faire ce que tu dis. Tu arrêtes. Je suis pas méchant, attendez. Je suis pas méchant. Attendez, je vous parle gentiment. On est en train de les déceler. Écoutez-moi, monsieur. C'est fini. Je vous parle gentiment. Attendez. On a décelé tes mélodes. Voilà, je vous parle gentiment. Voilà. Je vous parle gentiment, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous êtes venu comment ici? En voiture. Allez-y. Les responsables du chantier, eux, sont tétanisés. Ils accusent le coup. C'est impressionnant. C'était rapide. C'était rapide, je dis, c'était net. Ouais. C'est l'avenir qui m'inquiète. C'est l'avenir. Parce que moi, je viens tous les jours. Je vais venir tous les jours, pendant 1 an et demi, à des heures différentes. Je suis obligé de surveiller le chantier, donc... Savoir ce qu'on veut, monsieur. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire réellement ce qui va se passer. Et c'est ça ma plus grosse peur. Bon, je pense que chaque fois que je viendrai ici, je regarderai un peu partout et je serai toujours inquiet, très inquiet. Parce qu'il y en a peut-être 2 qui sont arrêtés, mais il y en a peut-être encore 50 derrière. Peut-être qu'il y avait des personnes qui guettaient, qui sont au courant, et qu'après, il y a des représailles sur le chantier, sur ma personne, sur mon véhicule, sur plein de choses. De toute façon, nos effectifs passeront régulièrement. On ne va pas vous laisser les véhicules en place en permanence, ça, c'est pas possible. Après, à vous de voir avec une société de gardiennage. Hein. Le problème, c'est qu'on constate qu'il faut payer pour travailler. On paye un gardien pour pouvoir construire des logements, qui fait qu'au final, qui c'est qui va payer le prix? Ce sont nos acquéreurs qui vont payer le prix. C'est-à-dire que quand on fait des constructions dans les quartiers difficiles, le résultat, c'est que ces logements vont être plus chers. Donc les gens ils vont avoir du mal à acheter. Au commissariat,
les deux racketteurs sont placés en garde à vue. Pour eux, c'est le début d'une longue série d'interrogatoires. Malgré le flagrant délit, ils ne reconnaissent pas les faits. Est-ce que vous avez des antécédents? Non. Non, aucun. Et vous exercez la profession d'agent de sécurité, hein? Très bien. Est-ce que vous-même, vous êtes responsable d'une société de gardiennage, par exemple? Non. Bien, donc lors de votre interpellation, vous avez été trouvé en possession de ce document-là, Ouais. donc qui est, c'est marqué dessus d'ailleurs, qui est un devis agent de sécurité. Vous pouvez me donner des précisions sur ça? Sur Internet, on l'a trouvé sur Internet. Vous avez trouvé cela sur Internet? C'est-à-dire? Sur Internet, on a fait un devis, on a fait ça sur Internet. Vous avez fait ça sur Internet? Bon, et le nom de la société qui figure, c'est quoi? Oui, c'est une société. C'est une société. Mais elle ne sait pas qu'on a fait ça, la société. Donc, alors pourquoi faire ça? Parce que si on trouve le chantier, on prévient la société, et la société embauche des personnes. Et vous pensez que ça se passe comme ça? Non, ça se passe pas comme ça, je sais pas. Les marchés, Non, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, je vous pose des questions, moi, Non, monsieur, je hein. sais pas comment ça se passe. D'accord. Peut-être juste je l'ai fait maladroitement, quoi, mais c'est pas un mauvais... avec une... C'est pas mauvais, quoi, de ma part. C'est pas méchant. Il y a quand même un montant hors taxe. Oui. C'est quand même quelque chose de... Établi. qui apparaît être sérieux. Mais c'est sérieux. Et vous avez ça dans les mains alors que vous n'avez absolument rien à voir avec cette société. Rien à voir. C'est aberrant, c'est vrai. D'accord. Maintenant que vous me dites, c'est aberrant. D'accord. Le scénario est effectivement aberrant, mais il va en trouver un autre. Je l'ai trouvé, ça, en fait. La vérité, je l'ai trouvé. Non, la Vous me dites Internet, monsieur, et après maintenant c'est trouvé. Non, la vérité, je l'ai trouvé. Ça semble un peu... Non, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, la vérité. Ouais. Vous l'avez trouvé où, monsieur? Au sol, par terre. Vous trouvez ça au sol? Ouais, par terre, là, comme ça. Est-ce que vous avez exercé des menaces à l'embauche aujourd'hui? Non. Il apparaît pourtant que certaines de vos paroles étaient menaçantes envers les différents corps de métier présents. Mes paroles? Oui. Ah non. Je conteste ce que je dis là. Vous n'avez jamais dit à ces gens-là, donc les gens que vous avez rencontrés sur le chantier, que le chantier ne pourrait jamais continuer qu'en cas de refus d'embauche? Jamais. Jamais. D'accord. Moi, je peux certifier que j'ai pas dit ça. D'accord. Moi, je serai pas menaçant. Je menace personne. À votre avis, pourquoi ils le disent? Je sais pas. Alors, que comptiez-vous faire en cas de refus d'embauche? Mais je vais rentrer à la maison et je dis merci, au revoir. Moi, je mène ma vie paisiblement. Moi, je suis peace and love. Hein. Parce que là, ça prend une ampleur autre. Là, ça part sur le racket. Et c'est pas ce qu'on voulait faire, quoi. Maintenant, je le sais. Je sais qu'il faut pas faire ça comme ça, quoi. Mais il faut pas faire ça comme ça. Mais l'homme ne va pas rester très longtemps peace and love. L'interrogatoire commence à l'agacer et il veut rentrer chez lui. Excusez-moi, on va savoir quand si on reste pas. Bah, quand l'enquête sera suffisamment étoffée et quand on aura suffisamment d'éléments pour informer le procureur. Mais c'est-à-dire? J'ai pas compris. Bah, il y a des gens à entendre. Vous en faites partie. Oui. D'accord? Il y a vous, il y a votre, il y a d'autres gens qui ont, auxquels on a des renseignements à donner, à demander. Oui. Des renseignements complémentaires. Ils vont venir aujourd'hui, ils vont venir quand? Demain? On veut savoir, nous aussi. Au plus tard demain, monsieur. Ah non, mais on a des familles aussi. Au plus tard demain. Là, c'est mon droit de savoir. Là, c'est mon droit de savoir. Je vous réponds. C'est mon droit de savoir. J'ai des responsabilités, je veux savoir. Je vous réponds. Je suis pas un Saint-Jean-Cage. Non, non, non. Voilà. Mais moi, j'ai jamais dit ça, monsieur. Je ne suis pas... Je vous parle, je vous demande ce qui est mon droit. Je vous ai répondu. Vous êtes dans l'obligation de me répondre. Je suis dans aucune obligation, monsieur. Je le dis parce que je veux bien vous le dire. Voilà, je vous dis, voilà, je vous dis comment ça se passe. Avec le respect, avec tout, monsieur. Ah, parce que je vous ai manqué de respect, moi. Non, non, je vous parle parce que vous êtes respectueux ou bien je ne dis pas un mot. Voilà. Si vous me manquez de respect, je vous dis pas un mot. Non, mais je ne pense pas avoir manqué de respect qui soit jamais, monsieur. Non, jamais. Bien. Bah, écoutez, on va stopper là. C'est au tour de son complice d'être interrogé. Et il ne va pas se montrer beaucoup plus coopératif. Vous avez déclaré que vous étiez impliqué dans le milieu associatif. Je m'occupe des... En fait, tout ce qui est... boule de pétanque, les jeunes. Mais à quel endroit? J'ai monté un club jeune. Pour la police, il serait surtout le gros bras de l'opération. Celui chargé de faire peur aux promoteurs, c'est ce que va tenter de démontrer l'enquêteur.
Bien, vous dites, vous, que ça s'est bien passé. Mais alors, toutes les parties présentes, je parle des gens, les professionnels, ben, ils disent tous que vous étiez excité quand même quand vous parliez à ces gens. Et on vous signale comme étant quand même un petit peu arrogant. Arrogant. Un truc comme ça. Non, je ne dis pas pitbull, je dis arrogant et agressif. Ah bah si, vous étiez là pourquoi? D'après les déclarations qu'on a, vous n'avez pas parlé de problèmes particuliers liés à l'emploi des jeunes ou quoi que ce soit. Il est signalé que vous étiez un petit peu remuant. Moi, je suis là. Monsieur il parle avec ces messieurs. S'ils prenaient, je disais à monsieur il y a cette liste d'attente qui sont à la LPE. Voilà. De l'association. D'accord. Une autre question. Vous n'avez pas déclaré, à un moment donné, qu'il y aurait des vols, de la casse et que vous ne retiendrez pas les gremlins d'en haut. Vous n'avez pas dit ça. C'est quand même particulier comme réflexion. C'est très grave même. C'est particulier. Ouais, mais voilà. Ah, vous n'avez pas dit ça, vous, monsieur? Non. Non. Jusqu'au bout, les deux hommes nient les faits. Ils vont rester en prison en attendant leur jugement. Marseille, 2 mois plus tard. Les 2 racketteurs présumés sont aujourd'hui convoqués devant le tribunal correctionnel. Un procès exceptionnel. C'est très rare en France qu'une affaire de racket sur un chantier passe devant la justice. Pour cette tentative d'extorsion de fonds, il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Nous retrouvons les 2 entrepreneurs. Depuis le flagrant délit, ils n'ont pas eu à subir de nouvelles menaces. Qu'est-ce que vous espérez, vous, aujourd'hui, de cette audience? Moi, ce que j'espère, c'est que ça ne se reproduise plus, tout simplement. On est salarié d'entreprise pour faire notre métier et notre but, c'est de faire des logements. Je pense qu'en France, il y a quand même besoin de logements. Donc, si en plus on nous met des entraves, je trouve que c'est pas tout à fait normal. Je pense qu'il y a des lois, il faut les respecter, c'est tout. Les 2 accusés campent toujours sur leur position et nient le racket. Nous avons des clients qui contestent formellement les faits, qui sont en procès, c'est-à-dire cette tentative d'extorsion de fonds et d'extorsion d'un contrat. Et nous allons plaider donc leur innocence et essayer de démontrer qu'ils faisaient ça dans un but social, donc ce que je vais plaider en espérant convaincre le tribunal. Donc eux ne reconnaissent pas le racket en question? Absolument pas. Mais le tribunal va en décider autrement. Le jugement tombe en fin de soirée. Les 2 hommes sont condamnés pour tentative d'extorsion de fonds à 6 mois de prison ferme. Vous en pensez quoi? Pour vous, c'est suffisant? Ça c'était mérité? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je me dis suffisant, oui, c'est suffisant, quoi, je veux dire, mais c'est pas le but du jeu, bon, que ça sera plus travailler en toute sérénité sur les chantiers, quoi. Vous auriez pris aujourd'hui, si ça te reproduire, faire la même démarche? Ah oui, bon, aucun problème. C'est pénible, il faut bien le dire, mais s'il faut pour éradiquer ce problème-là, notamment sur Marseille, oui, je crois qu'il faut en passer par là. Il faudrait que tous les entrepreneurs et maîtres d'ouvrage fassent la même chose. Vous pensez que ça peut servir d'exemple aujourd'hui, une démarche comme la vôtre qui est assez inhabituelle? Moi, je souhaite que ça serve d'exemple, effectivement, oui. Alors ce sont ces 2 jeunes-là qui vont en pâtir, mais le but c'est que ça serve d'exemple et que ça ne se reproduise pas. Ces 2 entrepreneurs ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais selon nos informations, plus de 200 chantiers seraient aujourd'hui rackettés dans la seule région de Marseille. Aucun n'a porté plainte. Il est parfois difficile de prouver devant les tribunaux que l'on est victime de racket. Une histoire a particulièrement attiré notre attention. Nous sommes à Saint-Raphaël, à quelques kilomètres de Cannes sur la Côte d'Azur. Nous rencontrons Nadia, une jeune femme de 28 ans qui, pendant 1 an et demi, nous dit avoir vécu l'enfer. Par peur des représailles, elle souhaite garder l'anonymat. Elle aurait été victime d'un racketteur et pourtant, elle n'a jamais voulu le dénoncer. Nadia dirige une société de nettoyage. Une trentaine d'employés travaillent pour son compte. Ses clients, de luxueuses résidences touristiques de la Côte d'Azur. Une affaire qu'elle a démarrée il y a 1 an et demi et qui a tout de suite très bien marché. Et pourtant, aujourd'hui, Nadia est ruinée. Au jour d'aujourd'hui, je suis endettée.
dois de l'argent à l'État, aux organismes. Je dois en avoir à peu près pour 100 000 €. Une situation anormale pour une entreprise qui dégage, selon elle, en 2007, un chiffre d'affaires de plus de 300 000 €. Suite à une dénonciation anonyme, la gendarmerie commence à s'intéresser de très près aux comptes de la société. Le capitaine Levent supervise l'enquête. Très vite, un élément troublant apparaît. Lors de l'étude des comptes de ces sociétés, les enquêteurs s'aperçoivent rapidement qu'il y a des fonds en espèces importants qui sont sortis de façon régulière, c'est-à-dire tous les mois, pour une somme totale de 300 000 € sur une période de 18 mois. De tels retraits en liquide sur un compte de société, cela paraît curieux. Au départ, on suppose, entre autres, on a plusieurs hypothèses, soit du blanchiment d'argent, soit du travail clandestin. Le capitaine décide alors d'auditionner Nadia. Il est loin d'imaginer les révélations qu'elle va lui faire. J'étais convoquée à la gendarmerie. On m'a demandé où est-ce qu'avait été l'argent. L'argent retiré en espèces. Je me suis dit, il faut que je dise la vérité, quoi, ce qui s'est passé. Très rapidement, elle explique que cet argent qui sort mensuellement est en fait destiné à une personne qui la raquette. La personne qu'elle désigne est son ancien compagnon. Elle a passé 7 ans de sa vie auprès de lui avant de le quitter l'année dernière. Ça a commencé, donc mon ex-copain m'a demandé d'ouvrir une entreprise de nettoyage. Donc j'ai ouvert l'entreprise et par la suite, il a commencé à me demander des sommes. Des fois c'était 20 000, des fois c'était 10 000, des fois c'était 30 000. La plus grosse somme, c'était 40 000. La plus grosse somme a été retirée il y a tout juste un an, 40 000 €. Officiellement, l'homme n'exerce aucune activité dans l'entreprise. Son nom n'apparaît nulle part dans les statuts, et pourtant en 18 mois, il aurait ramassé un impressionnant pactole, plus de 300 000 € en liquide. C'est moi qui travaillais, c'est lui qui empochait en fait. Le bénéfice de la société? Ouais. D'accord. Et en fait, au début, j'ai commencé à lui donner tout ça. Et arrivé à un moment, je devais payer les charges. Et là, je me suis aperçue qu'il ne restait plus rien, quoi. Et quand je lui ai demandé l'argent pour payer les charges, il m'a dit non, hein. Il m'a dit tu payeras le mois prochain. Et à chaque fois, c'était la même chose. L'homme pillerait ainsi la totalité des gains de l'entreprise. Au mois de février, je n'avais pas payé mes employés parce qu'il avait pris tout l'argent, en fait. Et donc je me suis arrangée avec les employés. Je leur ai dit que je les payerais le mois d'après. Le premier mois, je n'ai pas pu les payer. Je les ai payés le mois d'après. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas dit je vais arrêter et puis on verra bien ce qui se passe? Mais j'avais peur des représailles. L'homme est en effet réputé violent. Il a déjà été condamné par la justice pour violence avec arme. Selon Nadia, il sait faire monter la pression quand elle refuse de payer. Il m'a harcelé au téléphone. C'est le harcèlement. Constamment, il m'appelait, il me laissait des messages, des menaces, des insultes. Les factures de téléphone confirment les accusations de Nadia. Les jours qui précèdent les retraits en liquide, l'homme passe d'innombrables coups de fil à la jeune femme. Le 15 mai, le harcèlement atteint son paroxysme, 123 appels dans la même journée. À aucun moment, vous avez eu envie de porter plainte ou en parler à quelqu'un? Si, j'ai eu envie, mais j'avais trop peur. Qu'est-ce que vous disiez? Vous aviez peur de quoi? Qu'il me tue, parce qu'il en aurait été capable. Pour récupérer son argent, Nadia affirme que l'homme n'hésite pas à la frapper ou à sortir à plusieurs reprises, couteau ou pistolet. Une fois, il serait même allé encore plus loin. Il m'a menacé une fois avec de l'acide. Avec de l'acide? Il est venu sur un site, là où je travaillais avec mes employés. Et il me cherchait de partout, il avait une bouteille d'acide, il voulait me jeter de l'acide sur le visage. Devant mes employés et tout ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'empêche? Je me suis cachée dans une chambre, je me suis enfermée. Pendant plus de 3 heures. Suite aux déclarations de Nadia, les gendarmes vont mener l'enquête. Ils vont d'abord éplucher les comptes de l'entreprise de la jeune femme et découvrir qu'elle effectue, en plus des retraits en liquide, des virements sur le compte bancaire de son ex-compagnon. Enfin, sur les comptes bancaires. L'auteur possédait 8 comptes en banque,
alors qu'il n'avait aucune profession déclarée. Il était susceptible normalement de ne percevoir aucun revenu déclaré. La jeune femme va aussi fournir aux enquêteurs un certificat médical qui révèle de nombreuses blessures, des coups qu'il lui aurait portés. Pour les gendarmes, tous ces éléments ne sont pas des preuves suffisantes. Il faut désormais prouver que l'argent liquide retiré par Nadia est bien remis en main propre à son ex-compagnon. Et pour cela, avec la complicité de la jeune femme, ils vont tenter de l'arrêter en flagrant délit. 5 août, l'homme lui a donné rendez-vous. Nadia doit lui remettre 10 000 €, l'occasion pour les gendarmes de surprendre la transaction. À 10 h du matin, Nadia se rend en plein centre-ville de Saint-Raphaël et entre dans cette banque, située juste en face du port. À proximité, dans la foule, des gendarmes en civil ne la quittent pas des yeux. La victime se rend à l'intérieur de la banque, retire 10 000 € en espèces qu'elle place dans une enveloppe. Elle sort de la banque à pied. Elle traverse le trottoir qui est ici pour aller se rendre de l'autre côté de la rue où est stationné son agresseur qui l'attend au volant de son véhicule. Au volant de sa camionnette, l'homme guette Nadia et ses 10 000 €. Aujourd'hui encore, la jeune femme se souvient de ce moment particulièrement éprouvant. L'interpellation, ça a été le plus dur en fait. Je sais pas, j'avais peur, je sais pas en fait. De le regarder en fait, c'était ça. C'était plus ça qui me faisait peur, ouais. Sa réaction. Vous aviez peur qu'il devine quelque chose dans votre regard? Il a deviné. Il a deviné? Ouais, il a deviné, ouais. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'en sortant de la banque, quand je lui ai remis l'argent, il m'a demandé d'enlever mes lunettes. Et il regardait derrière lui en fait et il m'a dit tu le connais le monsieur avec le mec avec le casque? Et je lui dis non et tout, et il était très méfiant. Au moment où Nadia remet l'enveloppe contenant les 10 000 €, les gendarmes interviennent. Ils bloquent sa voiture et le mettent en joue. Et c'est ainsi que je l'ai braqué pour qu'il me remette l'enveloppe. Il a posé l'enveloppe sur le siège et il a mis les mains en l'air et le reste des gendarmes sont arrivés et c'est ainsi que nous avons pu procéder à son interpellation. L'homme n'oppose aucune résistance. Il était visiblement très surpris de voir quelqu'un venir l'interpeller comme ça. Donc il n'y a pas eu de réaction particulière? Aucune. On pouvait lire quand même du stress dans ses yeux quand même. L'homme nie les faits. Il est placé en garde à vue, puis transféré à la maison d'arrêt de Draguignan, en attendant son procès. Pour extorsion de fonds, menaces et actes de violence, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Sans l'intervention des gendarmes, Nadia serait peut-être encore aujourd'hui sous l'emprise de son ancien compagnon. Pendant sa descente aux enfers, Sandrine, son amie, a tenté de l'aider. Jour après jour, elle a vu Nadia sombrer de plus en plus. Plusieurs fois, j'ai vu la frapper. Elle m'a appelée à toute urgence, j'allais vite la chercher et puis je la ramenais chez moi pour la protéger, quoi. Il disait qu'il allait la tuer physiquement avec une arme, mais il était en train de la tuer psychologiquement, quoi. Voilà. C'est super frustrant parce que je pouvais rien faire, quoi. Et on se sent, c'est frustrant de ne pas pouvoir l'aider, c'est frustrant de ne pas pouvoir la sortir de tout ça, quoi. Moi, je serais à la police de suite, mais elle avait trop peur pour aller à la police. Il avait tellement menacé, frappé, puis elle avait peur aussi pour sa famille, quoi. Il l'a menacé d'aller voir sa famille et de faire du mal à sa famille aussi. Donc c'est vrai que faut se mettre à. Je me suis mis à sa place aussi, quoi. Peut-être je ferais la même chose. C'est dimanche prochain, c'est ça? Le procès a lieu dans 15 jours. On y va quand? Une ultime épreuve pour Nadia. Viens dans la voiture. J'appréhende un peu en fait. Hein. Ouais, peur de l'affronter encore une fois. Peur des représailles. Vous allez l'accompagner au procès? Oui. Je vais l'accompagner au bout de son cauchemar.
2 semaines plus tard, direction le palais de justice de Draguignan. Sur le trajet, Nadia et Sandrine restent silencieuses. Vous sentez comment? Très stressée, très tendue. Qu'est-ce qui vous fait peur? Tout. Ce qui va se passer. J'ai très peur qu'il soit libéré en fait. De revivre ce cauchemar. Avant l'audience, Nadia a rendez-vous à la terrasse de ce café avec son avocat, Thierry Fradet. Bonjour. Bonjour. L'avocat lui donne ses dernières recommandations avant le procès. Confirmez tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, en disant la vérité. Il n'y a pas de... La gendarmerie a fait un gros travail. Il n'y aura pas de problème. Pour lui, le dossier de Nadia ne pose aucun problème. L'affaire est simple, elle est simple dans la mesure où il y a quand même des témoignages. Ses explications à lui ne sont pas du tout convaincantes. Les violences sont avérées, les remises de fonds également. Donc on ne peut pas la suspecter de dire autre chose que la vérité. Ça va aller. 13h30, c'est le début de l'audience. L'ex-compagnon de Nadia va être jugé devant un tribunal correctionnel. Nadia et ses amis prennent place au fond de la salle. De l'autre côté, la famille de l'accusé est venue au grand complet. 15h précises, la cour fait son entrée. L'accusé est conduit dans le box. Nous n'avons pas l'autorisation de filmer l'audience, mais le procès va connaître des rebondissements. L'accusé plaide non coupable. Il reconnaît avoir reçu de l'argent de Nadia, mais selon lui, cet argent lui servait à payer les employés et les divers frais de l'entreprise. Quant aux violences à l'égard de Nadia, il nie en bloc. Et son avocat va enfoncer le clou. D'après lui, l'enquête des gendarmes présente des lacunes. Certains témoins n'ont pas été entendus et les comptes bancaires n'ont pas été suffisamment vérifiés. Autant d'éléments qui ne permettraient pas, en l'état, de juger son client. A-t-il réussi à convaincre les juges? Après plus de 3 heures d'audience, le tribunal s'est retiré pour délibérer. Franchement, bravo. La famille de l'accusé a l'air confiante. Il y a des vies de sérieux au niveau de l'enquête et c'est jeter les gens en pâture. Du côté de Nadia, le moral est au plus bas. Allez, on va tous les deux là-bas. Non, mais il n'y a pas de problème, il va être condamné. Franchement, j'ai la rage là. Tout ce qu'il m'a fait là. Il va s'en sortir le mec. Elle va le condamner, vous êtes sûr? Ils l'ont pas cru quand même. Ne me dites pas qu'ils l'ont cru. Pour les avocats de l'ex-compagnon, il faut reporter le procès et relancer l'enquête. Vous êtes confiant? Écoutez, assez confiant. Hein. J'espère qu'on a réussi à démontrer que le dossier avait été bâclé et obtenir un complément d'information. Donc j'espère que le tribunal nous suivra dans notre argumentation. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui a été dit à l'audience? Ouais. Ah, il s'est défendu, hein. C'est un droit qui... La justice de faire son travail. Et la décision des juges est inattendue. La présidente du tribunal a pris en compte les arguments de l'avocat de la défense. Elle veut être prudente et demande un complément d'enquête. L'ex-compagnon de Nadia sera donc jugé dans plusieurs mois. En attendant, il ressort libre. À la sortie, Nadia s'effondre. Pour elle, c'est le choc. Non, mais c'est parce que l'enquête, ils veulent plus de trucs. C'est pas plus mal, on va trouver plein de preuves. C'est rien, mais c'est pas eux qu'ils ont fait. On est là. Je l'ai jamais toute seule. Il n'y a pas de justice. On va recommencer à vivre avec le stress et tout. Là, il le laisse sortir. Il le laisse sortir. L'ex-compagnon de Nadia a souhaité nous donner sa version des faits.
une version bien différente. Votre ex-compagne vous reproche de lui avoir extorqué près de 300 000 €. Alors, est-ce que vous les avez empochés, ces 300 000 €? Non, pas du tout. J'ai perçu un petit montant d'argent par rapport aux bénéfices que je devais avoir, par rapport à ce que je travaillais avec elle. Mais sinon, par rapport à plus, non, c'est pas possible. Combien vous avez perçu? Alors, j'ai à peu près eu 35 000 € sur ce que j'ai pu gagner avec elle. Cet argent, est-ce que vous l'avez récupéré en la menaçant? Non, jamais. Si en gros, je l'aurais frappé, pourquoi? Dites-moi pourquoi, en gros, dans ces cas-là, j'aurais perçu de l'argent. Je ne pouvais pas recevoir de l'argent quand vous agressez quelqu'un. Et elle ne me donnerait pas même l'argent de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est une façon de récupérer de l'argent, si de la menacer, de la frapper. Pas du tout. J'ai rien à me reprocher. Et j'ai confiance en la justice et j'espère qu'ils vont voir qu'en gros, je dis vraiment la vérité et qu'ils voient que je n'agressais pas, que je ne l'escroquais pas, que je la battais pas, que je ne l'ai jamais menacé avec une arme, et ainsi de suite. Mais alors, d'après vous, pourquoi elle vous a accusé? D'après moi, qu'elle m'a accusé, c'est pour gagner le maximum d'argent. À charge pour lui maintenant de convaincre les juges. Ce qu'il m'a fait. Faut pas vous énerver. Faut pas vous énerver de votre côté non plus. D'accord? Ah. Dans une affaire de raquette comme celle-ci, difficile de recueillir des preuves. Chacun se renvoie la balle, c'est parole contre parole. Il vous approchera pas. Nadia devra attendre 6 mois pour un nouveau procès. Injuste. C'est dégueulasse. Vous le laissez sortir comme ça. Ce soir-là, Nadia sort du tribunal par une porte dérobée. La page est loin d'être tournée. Quant aux autres victimes que nous avons suivies dans notre reportage, leur vie a basculé depuis les raquettes. Serge, le chef de chantier, a perdu son bras de fer contre les racketteurs. Quelques mois après notre tournage, il a déposé le bilan et a dû abandonner ses chantiers. Depuis, il est à la recherche d'un emploi. Le promoteur qui avait décidé de dénoncer ces racketteurs n'a pas supporté la peur des représailles. Il a décidé de changer d'employeur. Il travaille désormais pour un petit promoteur indépendant. Quant au collégien qui avait permis l'arrestation du jeune racketteur, quelques jours après notre tournage, il a subi des menaces du groupe de jeunes qui sévit toujours dans le quartier. Ses parents ont préféré le changer de collège.